De retour sur le salon Innovagri 2021 avec une présentation dans quelques instants ici sur notre village agroécologique. On a eu beaucoup de présentations sur ce village pendant ces 3 jours de salon. Je suis avec vous, Thibaut Desplanches. Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous pouvez vous présenter en 2 mots? Oui, donc je suis Thibaut Desplanches, directeur du laboratoire Celesta Lab. C'est un laboratoire qui est spécialisé dans l'analyse biologique des sols. Donc ça fait 25 ans que le laboratoire existe et aujourd'hui, je vais essayer de présenter comment on peut piloter la biologie du sol par les pratiques organiques. Première participation au salon Innovagri, vous avez déjà... Tout à fait, la première participation. Grand plaisir, grand soleil, beaucoup de monde. Une édition restart après cette pandémie, et c'est vrai que c'était important de recevoir à nouveau les agriculteurs et le monde agricole sur un salon. Alors on va vous suivre dans une présentation avec un sujet assez prometteur, piloter la vie du sol par les pratiques organiques, en 2 mots. Ça fait très longtemps qu'on bosse sur cette thématique et en fait notre métier c'est d'analyser d'une part les sols et d'autre part les produits organiques, c'est-à-dire les composts, les fumiers, les lisiers. Donc on a une bonne vision finalement de quelles sont les contraintes dans les sols et de comment les apports organiques externes peuvent aider à limiter les contraintes qu'on observe dans le sol. Alors Thibaut, moi je vais vous laisser rejoindre le public qui est déjà très nombreux pour cette présentation, puis on va nous suivre en direct cette présentation. A tout de suite, on se retrouve à la fin bien évidemment. Ça marche, merci. Hop. Bonjour à tous. Je vois que le public est nombreux ce matin, ça fait plaisir. Donc, je suis ravi de vous accueillir sur ce stand qui est très complet. Vous le verrez tout au long de la journée, il y a de nombreux ateliers qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc je vous invite à consulter le programme qui est juste à l'entrée. Je suis ravi de pouvoir aujourd'hui vous présenter un sujet qui est effectivement relativement à la mode, la vie du sol. Et c'est un sujet que nous, on travaille à Celesta Lab depuis 25 ans. Donc, la société Celesta Lab, c'est un laboratoire d'analyse biologique des sols qui est basé à Montpellier. Et ça fait 25 ans qu'on analyse d'une part les sols, d'autre part les produits organiques. Et finalement, qu'on essaye de mettre en face des contraintes que l'on observe dans le sol, des pratiques organiques qui permettent de lever ces contraintes. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire toucher du doigt, finalement, comment on fait pour piloter la vie du sol. J'ai bien aimé une chose que mon collègue de Sol Capital a dit hier, qui est juste là, Chuck. Je vous invite à voir sa présentation tout à l'heure qui est très intéressante. Il a dit, on ne peut pas contrôler ce qu'on ne sait pas mesurer. Et donc finalement, ça s'applique tout à fait à ce domaine-là. Et l'angle que j'ai choisi finalement aujourd'hui, c'est stimuler la vie du sol à tout prix, point d'interrogation. En fait, il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'il faut systématiquement stimuler la vie du sol? C'est une réelle question que je vous pose, puisque vous allez en entendre parler de partout. La vie du sol, c'est important, il faut la stimuler, il faut la stimuler. Et finalement, moi, je vous propose une vision un petit peu alternative dans laquelle je vous invite à regarder un équilibre, plutôt qu'une stimulation systématique. Ce qu'il faut bien garder en tête, tout simplement, c'est que par exemple, surstimuler la vie du sol, ça veut dire surémettre du CO2. Vous êtes tous en train d'émettre du CO2 actuellement, peut-être le CO2 qui est issu des croissants que vous venez de manger sur le stand, peut-être votre petit déjeuner. Donc lorsque vous respirez, lorsque vous expirez, le CO2, donc le C du CO2, provient directement de ce que vous avez mangé. Et finalement, dans le sol, c'est exactement la même chose. Si on stimule la vie du sol, on émet plus de CO2. Ce phénomène, ça s'appelle la respiration. Et un autre synonyme de respiration, c'est minéralisation. Donc si vous n'avez jamais rien compris à ce terme, c'était mon cas avant, minéralisation égale respiration égale activité. Donc ça vous dit qu'il ne peut pas y avoir d'activité s'il n'y a pas de respiration, s'il n'y a pas d'émission de CO2. Et puis, comme je vous le disais, mes collègues de Sol Capital vous en parleraient très bien, on parle de la thématique du stockage du carbone dans les sols. Et on voit directement que cette thématique du stockage s'oppose à la thématique de la stimulation de la vie du sol. Si on met 10 kg de matière organique sur le sol, on ne peut pas avoir 10 kg de stockage et 10 kg de carbone sous forme de CO2 qui correspond à une stimulation de l'activité biologique. Et donc on est bien ici dans cette recherche d'un équilibre entre stockage et minéralisation, entre stockage et activité biologique. Donc c'est le thème de la journée, c'est le thème en tout cas de la présentation de ce matin, qui va se découper en 2 parties. Premièrement, c'est ce que je vais vous présenter maintenant, et deuxièmement, à 15 h, un petit atelier dehors où je vous montrerai une expérience que nous avons réalisée de surstimulation de l'activité biologique. Donc ici, sans vouloir casser tout le suspense, on a surstimulé l'activité biologique
Et contrairement à une idée reçue, la surstimulation a entraîné une décroissance, en tout cas du taux de germination du raigrain. Donc on rentrera dans le détail un petit peu tout à l'heure à 15 h. Alors je voulais commencer par une petite expérience de pensée. Donc ici vous avez représenté 3 analyses que nous on réalise au laboratoire. Donc ça fait 25 ans qu'on réalise ces analyses, on a une grosse base de données qui va de la grande culture au maraîchage, de la viticulture au golf, au terrain de sport. On a vraiment une très bonne vision de comment fonctionnent à peu près tous les écosystèmes, en tout cas en métropole. Et donc ça, ce sont les 3 grands compartiments qu'on analyse. 1, 2 et 3. Pourquoi nous on fractionne la matière organique? Tout simplement parce que matière organique, ça ne veut rien dire. Si je dose la matière organique de cette salle, je vais doser le parquet, je vais doser le foin, enfin la paille, je vais doser les êtres humains. Donc dans cette salle, disons que j'ai 10 tonnes de matière organique, j'ai 1 tonne d'humains, 2 tonnes de parquet, 4 tonnes de paille. Donc ça me fait 10 tonnes en tout, mais vous voyez bien que si je dis j'ai 10 tonnes de matière organique, ça ne me différencie pas quelles sont les fonctionnalités des différentes matières organiques que j'ai. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est dans mon sol, est-ce que j'ai 10 tonnes d'humains, 10 tonnes de parquet ou 10 tonnes de paille? En l'occurrence, dans le sol, c'est est-ce que j'ai 10 tonnes de biologie, d'activité biologique finalement? Est-ce que j'ai 10 tonnes de carbone qui est stocké sur le long terme ou est-ce que j'ai 10 tonnes de carbone qui va être renouvelé très rapidement dans le sol? Donc c'est à ça que servent ces analyses de fractionnement de la matière organique. Elles servent à différencier ce qui est vivant, ce qui est mort, ce qui est gros, ce qui est petit, ce qui est de la nourriture finalement pour les êtres vivants, ou ce qui est plutôt du carbone qui est stocké à très long terme. Donc matière organique, c'est un terme qui regroupe une diversité de carbone qui est extrêmement importante. Et donc si je vous dis que vous n'avez pas le même rôle que le parquet dans cette salle, c'est facile à comprendre. Donc, essayez d'imaginer la biologie du sol dans le sol de cette même façon-là. Donc les 3 façons de fractionner la matière organique, c'est très simple. Premièrement, on fractionne les grosses matières organiques des petites matières organiques. Donc c'est peut-être pas très visible de là où vous êtes, mais tout simplement, il faut imaginer, vous prenez une paille, ça fait plusieurs centimètres, ça tombe dans le sol, sur le sol en tout cas, et puis là, il y a tout un tas de petites bébêtes que mon collègue Pierre, il saurait bien mieux expliquer que moi. Donc, je vous invite aussi à aller à son atelier. Tout à l'heure, vous allez pouvoir visualiser sur les loupes binoculaires tout un ensemble de petites bestioles au nom très compliqué, mais c'est tout à fait passionnant. Donc il est en train de les préparer. Et donc ces petites bestioles, elles vont découper la paille, elles vont les découper de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit. Donc une matière, ça commence par faire plusieurs centimètres et ça finit par faire quelques micromètres. Ça, c'est très important de le garder en tête parce qu'en fait, il y a un lien entre la taille des matières organiques et leur fonction. Les plus grosses matières organiques, ici on en a un petit exemple, vous êtes assis sur des matières organiques tout à fait agricoles. Les plus grosses matières organiques, ce sont les plus fraîches, les plus énergétiques, les plus nutritives. Et les plus petites matières organiques, ce sont les plus vieilles, les plus dégradées, issues de la dégradation des plus fraîches. Et là, vous avez un synonyme de humus. Les humus, ce ne sont finalement que les plus petites matières organiques du sol, les matières organiques issues de la dégradation des matières les plus fraîches. Donc ces humus, on en parle beaucoup, puisqu'on sait que ce sont des matières organiques qui sont très résistantes à la dégradation, très récalcitrantes. Et en fait, une autre définition que je pourrais vous donner, c'est de la déjection de micro-organismes. Donc c'est pas de la déjection au sens propre, puisque les micro-organismes, ils n'ont pas de système digestif, mais finalement, fonctionnellement, c'est à ça que ça correspond. C'est une matière organique très très stable, dont plus personne ne veut, qui s'accumule dans le sol pour la simple et bonne raison que plus personne n'en veut, puisqu'il n'y a plus d'énergie dedans. Imaginez le sol comme un grand buffet, avec des assiettes, et il y a des assiettes de paille, il y a des assiettes de couverts végétaux, il y a des assiettes de compost, si on en a apporté, et puis il y a des assiettes de déjection de micro-organismes, ou humus, ou matière organique liée, ce sont tous les 3 des synonymes. Si je vous enferme avec ce buffet pendant 15 jours, je sais très bien ce que vous allez manger. Vous allez d'abord manger éventuellement une assiette de pâtes ou la paille si vous voulez. Les micro-organismes, ils ont tout à fait cette capacité de digérer la paille. Par contre, les humus ou matières organiques liées, ils ne vont pas s'y attaquer tout simplement parce qu'il n'y a plus d'énergie dedans. Donc ça, c'est important quand on parle de stockage de carbone. Il faut penser à dans quel compartiment on stocke du carbone. Est-ce que j'ai beaucoup de carbone dans mon sol parce que je viens de faire un déchômage et j'ai 4 tonnes de paille? Ou est-ce que j'ai beaucoup de carbone parce que j'ai un gros stock de carbone fixé sur le long terme? Et donc ces 2 matières organiques-là, elles ont des rôles qui sont totalement différents dans le sol. Ça, c'est ce que j'appelle le buffet du sol, c'est le rôle nutritif, et ça, c'est ce que j'appelle le gîte du sol. En gros, ce sont des matières organiques qui, fonctionnellement, ont surtout un rôle physique, de rétention en eau, de rétention en cation éventuellement. Elles s'appellent matières organiques liées, puisqu'elles vont faire le complexe argilo-humique. Donc ça, c'est le premier grand compartiment qu'on analyse. Deuxième compartiment qu'on analyse, la biomasse microbienne.
En fait, c'est une biomasse microbienne totale. Dedans, il y a les bactéries, les champignons, les actinomycètes. Tout ce que l'on voit au microscope est dosé par ce type d'analyse-là. Donc on rentre beaucoup moins dans le détail que ce que vous pouvez voir sur l'atelier là-bas. Mais en tout cas, c'est une analyse qui n'est pas trop chère, qui permet d'avoir une vision rapide de est-ce qu'il y a de la biologie dans mon sol ou est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup. À titre indicatif, ça coûte environ 60 € l'analyse de biomasse microbienne. On n'est pas sur des tarifs qui sont complètement déconnectés des prix des analyses classiques. Et enfin, ce que l'on fait, c'est qu'on prend le sol, on le met à incuber à 28 degrés pendant 28 jours. Donc on met le sol dans un petit bocal hermétique et on regarde, quand je mets tout le monde dans les bonnes conditions, quelle quantité de CO2 est dégagée. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un lien direct entre CO2 et activité biologique. Si vous étiez tous en train de faire du vélo d'appartement, là, vous dégageriez plus de CO2. Vous respireriez plus fort, donc vous dégagerez plus de CO2. Donc en fait, le CO2, c'est une lecture plus ou moins directe de l'activité biologique potentielle du sol lorsqu'on le met dans les bonnes conditions. Puisque nous, ici, pour faire cette analyse-là, on va tamiser le sol, on va l'humidifier, on va le mettre à 28 degrés alors que l'hiver il est à 5 degrés. Et donc on va stimuler l'activité biologique. Et ça, c'est tout à fait intéressant. On y vient enfin là. Pourquoi c'est intéressant pour l'agriculture? Puisque avec ce CO2 vient un déchet. Ce déchet, c'est l'azote. L'azote est un déchet du cycle du carbone. Et si je reprends l'analogie que l'on peut faire avec votre fonctionnement à vous, dans vos urines, il y a énormément d'azote. Cette urine, elle contient les déchets de votre consommation de carbone. L'énergie vient du carbone, et l'azote, il est juste là pour faire quelques protéines, quelques enzymes, mais c'est plutôt un déchet dans le cycle global des matières organiques. Et donc, évidemment, pour l'agriculteur, il y a un intérêt tout à fait notable, c'est que 100% de l'azote dans le sol, de l'azote disponible, de l'azote minéral, provient de ce fonctionnement-là. Dans ces stocks de matière organique, il y a entre 2500 et 8000 unités d'azote. Ça dépend de votre pourcentage de matière organique. Donc imaginez bien que si on met en route ce capital organique, on arrive à libérer des quantités phénoménales d'azote. A l'inverse, si on a un capital qui reste fixe mais qui ne fonctionne pas, on n'a pas cette libération d'azote. Donc c'est pour ça que je vous propose l'expérience de pensée suivante. On peut considérer que ces matières organiques-là, c'est le capital, que la biomasse microbienne, c'est finalement la carte bancaire du sol, et que l'argent provient de cette carte bancaire lorsqu'on a un capital. Donc, petite analogie, si vous avez 10 000 € sur votre compte en banque, vous avez besoin d'un peu d'argent tous les jours pour vivre, donc vous avez besoin de retirer de l'argent. Donc ce capital, c'est important qu'il soit détruit, qu'il soit consommé en partie. En gros, c'est important qu'il y ait des intérêts sur votre capital. Donc de la même façon, c'est très important que l'on perde des matières organiques, que l'on dégrade des matières organiques. La fertilité chimique et biologique du sol provient de la dégradation des matières organiques. A l'inverse, si cette dégradation est trop importante, au bout d'un moment, on n'a plus de capital. Si vous avez 10 000 €, vous retirez 1 000 € par jour, au bout de 10 jours, vous n'avez plus rien. Et donc c'est toujours cette notion d'équilibre qu'il faut rechercher. À quel point j'ai un capital élevé et à quel point ma carte bancaire me permet de retirer une quantité importante ou pas d'argent. Ou à quel point ma biomasse microbienne, mon activité biologique, va retirer une quantité importante de mon capital. Sachant, gardez en tête qu'il faut retirer du capital pour avoir en particulier de l'azote. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de stimuler ma biomasse microbienne? Finalement, est-ce que dans mon sol, elle n'est pas déjà suffisamment active? Est-ce que je ne suis pas en train déjà de surstimuler ma vie du sol, de surconsommer mon capital? Et ça, je peux vous assurer que c'est une situation qui est extrêmement fréquente. Alors, j'ai un exemple qui me vient souvent lorsque je donne des formations. J'ai plein de matières organiques, donc mon sol est vivant. Donc je vous montre quelques petits résultats analytiques issus du laboratoire. On a deux sols, deux agriculteurs, un agriculteur A et un agriculteur B, qui ont des textures de sol qui sont un petit peu différentes, mais globalement c'est des sols avec des bonnes teneurs en argile, des pH comme on pourrait retrouver dans le coin, des pH basiques, des énormes stocks minéraux, et puis des potentiels biologiques qui sont donnés par l'analyse classique, qui sont tout à fait similaires, 72 et 75. Alors je vous avertis tout de suite, ce que vous pourrez voir sur des analyses classiques, il ne faut absolument pas en tenir compte, ça c'est en général basé sur un calcul. C'est un calcul qui est fait à partir de la teneur en matière organique, du calcaire. On n'a absolument aucune corrélation entre l'activité biologique et ces espèces de potentiels biologiques qui vous sont donnés. Et il faut vraiment se sortir de la tête que ça peut apporter une quelconque information. Donc, résultat analytique de base quasiment identique. Donc là, la matière organique totale, c'est-à-dire le capital organique total, il est strictement identique. On est à 2,3% de matière organique dans les deux cas.
Ces deux bornes-là, ça représente le niveau normal de matière organique que l'on attend sur ce type de texture. Et puis lorsque j'analyse la biomasse microbienne, ben, j'observe des situations qui sont totalement différentes. Dans un cas, ben, j'ai très peu de biomasse microbienne, on est largement en dessous des bornes, et dans l'autre cas, on est largement au-dessus des bornes. Donc à la question, est-ce que j'ai besoin de stimuler la biomasse microbienne? Ici, non. Elle est déjà largement assez élevée. Ici, clairement, oui. Donc le fait d'avoir beaucoup de matière organique dans le sol ne garantit pas le fait d'avoir une bonne activité biologique et ne garantit pas le fait qu'il faille stimuler ou pas l'activité biologique. C'est une mesure qui est totalement différente. Comme je vous le disais, quand on analyse la matière organique totale, on n'a aucune sensibilité sur est-ce qu'on est en train de doser du parquet, de la paille ou des êtres humains. Alors du coup, je vous ai pris deux exemples extrêmes. L'exemple que je vais vous détailler ce matin, l'exemple d'une biomasse microbienne qui est trop faible, et je vais vous montrer par quelques grands principes comment on peut faire pour stimuler la biomasse microbienne lorsqu'elle est trop faible. Et puis cet après-midi, on verra qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai une biomasse microbienne qui est trop stimulée. Donc on est bien dans le cas où la vie du sol elle est trop faible, on a trop peu de biomasse microbienne par rapport au référentiel. C'est un objectif qu'il faut poursuivre, stimuler la vie du sol pour plein de raisons évidentes. Hein. Ça peut être stimuler la fourniture en azote, ça peut être pour améliorer la structure, améliorer la résilience finalement du sol face à l'aléa climatique. Et donc je vous propose un protocole en 4 étapes. Donc je vais vous le redécrire juste après, je vous le mets ici. Premièrement, l'environnement, deuxièmement, le gîte organique, troisièmement, le buffet organique, et quatrièmement, la qualité du buffet. Alors on commence par l'environnement, je vais juste regarder que je sois dans les temps. Hop, on est très bien. Alors comment faire pour améliorer la biomasse microbienne? Première étape, l'environnement. Ce que j'appelle l'environnement, c'est le statut physique et le statut acido-basique du sol. Donc là, vous avez une masterclass de profil avec Frédéric Thomas dehors. C'est dommage, vous êtes coincé avec moi. Vous pourrez l'avoir un petit peu plus tard dans la journée. Le statut physique du sol, c'est le plus important. Ça sert strictement à rien de vouloir stimuler la vie du sol en lui apportant du fumier, du compost ou je ne sais pas quel stimulateur microbien si on est sur un sol tassé. Puisque les organismes du sol, ils sont comme vous, ils ont besoin de respirer, ils ont besoin d'oxygène. Donc s'il n'y a pas suffisamment d'oxygène dans le sol, ça ne sert à rien de leur donner à manger, ils étouffent. Donc on s'assure qu'on ait un statut physique qui soit cohérent, qui soit satisfaisant. Ça peut se faire par plusieurs outils, un profil de sol, un test bêche, un test au pénétromètre. Voilà, ce sont des outils qui sont faciles à prendre en main, qui sont faciles à interpréter. Deuxièmement, le statut acido-basique. Donc, dans cet environnement, une fois qu'on s'est bien assuré qu'on n'avait pas un sol tassé, on regarde est-ce qu'on a un sol qui n'est pas trop acide. Donc, juste quelques grandes bases sur la biologie du sol. Les bactéries détestent les milieux acides, les champignons ils survivent relativement mieux. C'est d'ailleurs pour ça que dans les vins, par exemple, on a des pH très acides, parce qu'on veut faire fermenter par des levures, pas par des bactéries. Les bactéries, ça fait des goûts dégueulasses, alors que les levures, ça fait les goûts du vin qu'on connaît. Donc un pH de vin, c'est très acide, c'est en dessous de 3,8. Pour vous donner une idée par rapport à un pH de sol, c'est extrêmement acide. Donc là, je vous présente une petite expérience qu'on avait menée dans le Lot. Donc c'est sur un verger de prunier, mais on pourrait tout à fait imaginer ça sur un champ de céréales. On avait un pH qui était très acide, 4,5. Le prunier, c'est globalement un arbre qui tolère très bien les pH acides. Donc il n'y en avait pas des problèmes majeurs, mais on avait quand même un intérêt à relever. Et puis on a fait un certain nombre de répétitions, on a fait un cholage, et on a réussi à amener le pH jusqu'à 5,5. Et là, cette échelle, elle est un petit peu tassée, mais ça, c'est la biomasse microbienne. Donc, en seulement quelques mois et un cholage, on a réussi à tripler la biomasse microbienne. Donc, lorsque c'est un problème d'environnement, encore une fois, lorsque c'est un pH qui est trop acide, ça ne sert à rien de rajouter du fumier, de faire des pailles, de faire des couverts végétaux. On met la charrue avant les bœufs. Si on a un pH trop acide, le levier d'action le plus important, c'est de relever le pH. Alors, deuxième étape, le gîte organique. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ici j'ai la matière organique totale, et puis ensuite j'ai les petites matières organiques, celles qui sont responsables de la physique, qu'on appelle matière organique liée, et puis les matières organiques libres, celles qui sont responsables de la nutrition, c'est le buffet. Donc ici on a le gîte et ici on a le buffet. La teneur en matière organique totale, elle est quasiment dans les bornes, elle serait presque normale. Donc interprétée sur une analyse classique, si vous voulez, on se dirait presque qu'il n'y a pas de souci de matière organique. On a à 1,6%. Si le sol il est suffisamment sableux, c'est pas un très gros problème en soi.
Par contre, on voit qu'il y a un gros déséquilibre entre les différentes fractions de matière organique. On a beaucoup à manger et on n'a pas beaucoup d'abri. En gros, si vous penserez à moi ce soir, là, quand il va tomber des cordes, j'espère que vous avez prévu les impairs, si je vous donne à manger alors que vous êtes sous la pluie, vous n'êtes pas bien pour manger. C'est un peu ça l'analogie qu'on peut faire. Donc avant de donner à manger, on s'assure que le tampon du sol, que l'habitat, que le gîte, soit bien constitué. Donc c'est le but de cette étape et c'est le but de ce renforcement de la matière organique liée. Comment je fais pour renforcer cette matière organique liée? La matière organique liée, comme je vous le disais, c'est une matière organique qui a un rôle essentiellement physique, de rétention en eau, de rétention en cation. C'est une matière organique qui est déjà consommée, déjà dégradée, dans laquelle il n'y a plus beaucoup d'énergie, qui est stable. Quel est le type de matière organique, de produit organique qui correspond à ce type de fonctionnement-là? La réponse, c'est le compost. Le processus de compostage, c'est un processus impliquant l'activité biologique qui va consommer les matières organiques fraîches et les transformer en des matières organiques qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus fines. Et donc le processus de compostage aboutit à un type de matière organique qui ressemble à celle-là. Donc si je veux relever ce compartiment, le plus efficace, on peut le faire. Hein. En 15 ans de couvert, on arrive à redresser un petit peu cette matière organique liée. Mais moi, je parle au quotidien avec des agriculteurs et j'essaye toujours de privilégier le rapport levier d'action par rapport à ce que ça coûte. Et là-dessus, sans aucun conteste, le compost, c'est la meilleure des matières organiques. Donc je vous ai donné un exemple. Hein. Ici, si je veux relever de 0,6% de matière organique, c'est-à-dire arriver à peu près à 2%, ce qui me semblerait une valeur à peu près cible, ça nous demande un redressement de 20 tonnes de matière organique par hectare. D'accord ? Donc ça, c'est un calcul que je fais pour 3000 tonnes de terre. Ce calcul, c'est en gros, vous avez 30 cm de sol sur un hectare. La densité du sol, ça varie entre 1,2 et 1,5, voilà, ça dépend. Et donc sur un hectare, vous avez environ 3000 tonnes de terre. Donc 0,6% fois 3000 tonnes de terre, ça fait 20 tonnes de matière organique à apporter. Le compost, c'est un produit qui est pauvre en matière organique. Évidemment, puisque dans le processus de compostage, je vous ai dit qu'on l'a consommée, cette matière organique. Donc elle se transforme en CO2. Donc le compost, c'est un produit qui globalement dose environ 30% de matière organique. Et sur ces 30%, il y a à peu près 80% qui est stable. Donc si je fais le calcul avec un apport de 10 tonnes de compost, quand j'apporte 10 tonnes, j'apporte en fait seulement 3 tonnes de matière organique, 30%, et sur ces 3 tonnes de matière organique, il n'y en a que 80% qui sont stables. Donc ça veut dire 2,7 tonnes. Donc c'est ici, pour redresser de 0,6% de matière organique, ça va me prendre à peu près, donc c'est un calcul à l'appel, hein, faut pas être, ça dépend du type de compost, ça dépend de son âge, de son état de vieillissement. 85 tonnes de compost vieux, donc je parle ici vraiment d'un compost qui a vieilli, pour relever de 0,6% le gîte organique. Troisième étape, une fois que je me suis assuré que j'étais à un bon pH, que j'avais pas de tassement, que le gîte était bien construit, comment je fais pour améliorer le buffet organique? Donc ici, je vous présente encore une fois, c'est des sorties directes de nos analyses. Hein. On a une teneur en matière organique qui est tout à fait satisfaisante. Hein. En matière organique totale, on est à 2,6%, on est au-dessus des bornes. Si on se limitait à ça, on pourrait se dire qu'il n'y a aucun problème. Or, il n'y a aucun problème dans le gîte. On voit qu'on a une très bonne matière organique liée, donc on a des conditions d'accueil qui sont tout à fait satisfaisantes. Par contre, on voit que dans le buffet, on est largement en dessous des bornes, et puis l'équilibre entre les deux fractions, il est extrêmement mauvais. Alors, si je vais vous prendre une petite analogie pour comprendre ça. Imaginez ici, on a Innovagri, hein, vous voyez, et puis on a un petit buffet ici, dans le coin du stand. Et on veut que tout le monde aille chercher ce buffet-là. Évidemment, il y a un gros problème, puisqu'on a des grosses capacités d'accueil, mais on n'a rien à bouffer. Voilà, c'est ce qui se passe dans ce sol-là. Donc là, je veux redresser mon buffet. Comment je redresse ce buffet? C'est un petit peu plus complexe que sur le compost, parce qu'il y a plein de possibilités. Globalement, ce qui va être le plus efficace, ce sont des matières organiques qui sont fraîches, mais pas trop énergétiques. Donc là-dedans, on va retrouver les fumiers, les résidus de culture, les pailles, hein, par exemple, qui sont des matières organiques végétales relativement avancées en maturité. Dans les vergers, c'est les bois de taille, dans les vignes aussi, par exemple. Mais les couverts végétaux vont avoir du mal à redresser rapidement ce type de compartiment. Donc là, les fumiers, c'est en général le plus adapté, puisque les fumiers, c'est un assemblage de paille et puis de matières organiques qui sont déjà prédigérées dans le ventre des animaux. Hein. Et donc, ça va tout à fait avoir une action sur... Ça se redresse à l'échelle de 5 ans. Hein. Donc, on peut vraiment piloter la biologie du sol à court terme.
Et dernier exemple, c'est du compost jeune. Donc tout à l'heure, je vous parlais de compost vieux. C'est un produit qui a bien maturé pendant plusieurs mois. Un compost jeune, ce serait plutôt, par exemple, un compost, une matière fraîche qui est juste montée en température. Un fumier monté une fois en température et directement épandu. Voilà, ça c'est un compost jeune. Et puis enfin, dernière étape, la qualité du buffet. Donc imaginez ici, on a un grand buffet et puis on a différentes assiettes. Donc dans la matière organique libre que je vous présentais tout à l'heure, ici, là, j'ai regardé la taille du buffet, mais ça ne m'a pas donné la qualité des assiettes sur ce buffet. Comment je vérifie ça? Tout simplement, j'enferme tout le monde dans les meilleures conditions possibles, j'enlève le tassement en tamisant la terre, je mets de l'eau si c'est trop sec, j'enlève de l'eau si c'est trop humide, je mets à 28 degrés qui est l'optimum biologique pour la plupart des micro-organismes. J'enferme tout le monde pendant 28 jours et je regarde quelle est la quantité de CO2 qui est dégagée. Donc ici, on a 28 jours sur les deux courbes, et ici, on a la quantité de CO2 dégagée. Donc comme je vous le disais, cette quantité, elle est très importante. Plus j'ai de CO2, plus je consomme mon capital, et plus j'ai des dividendes en gros, mais plus je consomme mon capital. Et plus je suis bas, et moins j'ai une fertilité à court terme, mais plus je préserve mon capital. Donc en gros, ceux qui veulent systématiquement préserver le capital, ici c'est une situation qui est plutôt bonne. Et ceux qui veulent systématiquement stimuler la vie du sol, ici ce serait une situation plutôt bonne. Nous, ce qu'on recherche, c'est un équilibre, et cet équilibre, il est représenté par cette borne blanche. Et vous voyez qu'ici, on a deux situations qui sont très contrastées. On a un sol qui stimule, qui n'émet pas suffisamment de CO2, ça veut dire qu'on ne retire pas suffisamment de dividendes au jour le jour. Ça veut dire très clairement qu'on peut ne pas avoir suffisamment d'azote, on peut ne pas avoir suffisamment de colles microbiennes qui vont permettre de lutter contre l'érosion. Et puis ça veut dire qu'on a une bonne émission de CO2, peut-être même un peu trop. Quelle est la différence entre ces deux modalités-là? C'est la même parcelle à 3 ans d'intervalle. On a fait 3 ans de couverts végétaux ici, et ici, il n'y avait jamais eu un seul couvert. Donc ici, pour stimuler, en tout cas pour améliorer la qualité du buffet, il faut donner les matières organiques qui sont les plus faciles à digérer. Il faut imaginer que vous avez vraiment faim, et sur le buffet, il y a de la tête de veau, il y a des trucs un peu difficiles à digérer. Et vous êtes à l'autre bout d'Innovagri, vous avez besoin d'un petit peu d'énergie avant d'aller attaquer ce buffet-là, donc il faut apporter des sucres et de l'hémicellulose, qui sont les deux molécules les plus faciles à digérer. Dans l'ordre de digestion, sucre, hémicellulose, cellulose et lignine. Il ne faut pas oublier, l'hémicellulose, c'est une molécule qui est très souvent oubliée, alors que c'est le deuxième polymère le plus abondant à la surface de la planète. Donc il a un nom un peu plus complexe que les autres, mais il est extrêmement déterminant. Et donc la proportion de cellulose dans les couverts végétaux, elle est très importante. Nous, on la mesure, par exemple, comme je vous disais, on a deux activités, les sols et les produits organiques. On mesure très régulièrement la proportion de sucre, hémicellulose et cellulose dans les couverts végétaux selon leur état de maturité. Et lorsque l'on dit qu'on a des couverts végétaux qui sont avancés en état de maturité, c'est souvent qu'ils se sont enrichis en cellulose et appauvris en hémicellulose. Donc voilà, ici on a deux situations très contrastées avec un couvert végétal qui a permis de restimuler le buffet, d'améliorer la qualité du buffet, en tout cas à très court terme. Donc c'était la 4e étape. Ça vous dit aussi que faire un couvert végétal avant de s'assurer qu'on ait un bon capital, ça peut aboutir à des situations paradoxales. Si j'ai un capital qui est très faible et que je me mets à faire que des couverts végétaux extrêmement verts, extrêmement jeunes, ça va stimuler la vie du sol et surconsommer de capital alors que je pensais l'enrichir en faisant un couvert. Donc il faut partir de situations qui sont maîtrisées, qui sont mesurées pour finalement piloter la vie du sol. Donc si je veux synthétiser tout ça, je reprendrai ma première phrase finalement. Pour pouvoir piloter la vie du sol, il faut d'abord la mesurer, la confronter à un référentiel qui soit solide et avoir des pratiques qui soient hiérarchiques. Commencer par les choses les plus importantes et aller sur des choses qui sont les plus, on va dire, qualitatives. Voilà, merci de votre attention. Et puis si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà, on vient de voir la conférence et la présentation de comment piloter la vie du sol par les pratiques organiques présentées par Thibaut Desplanches. On va laisser Thibaut répondre directement à toutes les personnes présentes. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants. On a encore plein d'autres villages à vous présenter. Et puis des démonstrations, c'est ce qui va se passer maintenant sur votre écran.